Red Redemption 2 en direct du TNB, le Théâtre National de Bretagne. On est ravis de vous accueillir en salle et sur Twitch. Merci à 3i Combo de nous prêter sa chaîne Twitch pour ce cri Twitch exceptionnel. C'est une première pour nous ici au Théâtre National de Bretagne dans le cadre d'un événement qui s'appelle 4D pour découvrir, décrypter, décloisonner et décomplexer les images. Les images, on les décloisonne complètement cet après-midi avec vous tous. Merci d'être là. Merci à nos partenaires, donc 3i Combo et Chromao, qui s'occupent de la réalisation de ce cri Twitch. Émeric, je te laisse présenter les équipes techniques. Ouais, merci Stéphanie. Vous excuserez ma voix qui est en train de me quitter depuis ce matin. Et je renvoie le merci à toi Stéphanie, au TNB, de nous avoir accueillis parce que je vais vous raconter brièvement l'histoire du cri Twitch. Et c'est la première fois qu'on peut se permettre de le faire dans d'aussi bonnes conditions. Donc c'est un vrai plaisir. À savoir que les cri Twitch, c'est un format qui a été initié par Alexis Blanchet et Mathieu Triclot, 2 maîtres de conférences, respectivement en histoire du cinéma et en philosophie, qui ont initié la chose dans le cadre du festival Travelling, festival de cinéma, donc par l'asso Clair Obscur. Alors je fais un clin d'œil à Clair Obscur parce que c'est dans ce biais-là, dans ce cadre-là que ça a été fait, et puis avec parfois des coups de main de 3i Combo pour des machines de jeux vidéo, etc. Et puis les cri Twitch, il y en a eu d'autres de faits. Alors ils sont faits dans des bars, des fois dans le bar Warp Zone à Rennes, dans un cinéma, celui de Fougères, et plus récemment à l'occasion du festival Stunfest à la salle de la Cité, et bien évidemment à chaque fois sur Twitch. Donc, entre des raisons parfois de moyens techniques, humains, financiers, et puis de pandémie dernièrement, on n'a jamais pu faire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, vraiment très très content que ça arrive de la sorte. Ça a été un petit défi technique à relever, d'où le merci à l'équipe de Chromao qui est en régie audiovisuelle, en captation et pour la diff sur Twitch. Une autre forme de technicien, c'est Quentin. Quentin, comment l'a surnommé l'as de la gâchette, hein, je crois, sur les images qu'il y aura sur Twitch, qui est entre le super player et le bêta-testeur de jeu sur Red Dead Redemption, qui s'est entraîné à faire l'émission pour venir donner de la matière à nos intervenants. Et enfin, il y a Anaïs et Maïmiti qui sont côté animation et modération des canaux sur Twitch, puisque je sais que je m'adresse aux viewers sur Twitch qui nous regardent, et aussi à vous qui êtes ici dans la salle du TNB. Et pour une fois, dans la salle de ciné, vous avez le droit d'avoir vos téléphones et d'intervenir sur le chat. Si. Mais pas pour passer des coups de fil, mais si vous voulez poser des questions aux intervenants, c'est par ce biais que ça peut se passer. Voilà, et je crois qu'on est en plein dans le décloisonner, décrypter, changer notre rapport aux images dans tous les sens du terme. Tout à fait. Et pour animer ce cri Twitch, pour décrypter les images et pour nous plonger au cœur du western, nous avons des invités. L'invitation s'est faite auprès de Jean-Baptiste Massuet, qui est maître de conférence à Rennes 2 en cinéma. On va lui laisser la parole et il va nous présenter nos autres invités pour cet après-midi, pour ce cri Twitch. Voilà, on vous laisse avec eux pour à peu près 2 heures de jeu et d'analyse de jeu. Bon cri Twitch. Merci Émeric, merci Stéphanie, et merci encore plus pour cette invitation et cette opportunité de discuter ensemble d'un jeu vidéo dans une salle de cinéma, ce qui est quelque chose d'assez étonnant, et on va bien voir ce qui peut en ressortir en termes d'analyse. Donc effectivement, je suis Jean-Baptiste Massuet, maître de conférence à l'Université Rennes 2 en cinéma. J'enseigne notamment la question du cinéma d'animation, mais je m'intéresse aussi beaucoup aux nouvelles technologies numériques, type capture de mouvement, performance capture, et qui m'ont amené assez naturellement en fait, à m'intéresser aussi à la question du jeu vidéo, notamment dans sa relation au cinéma. Donc c'est aussi sous cette casquette que je me suis intéressé de très près à ces cri Twitch que vous a présenté Émeric Lenné. Donc cri Twitch qui sont des formes de dispositifs de médiation culturelle pour appréhender autrement les images vidéoludiques sous des angles spécifiques, divers, variés. Donc la dimension un peu cinématographique est assez intéressante à prendre en compte pour discuter ces images. Donc on va un petit peu discuter de cela avec donc 2 autres invités que je présente tout de suite. Donc à ma droite immédiate, Éric Touvenel, qui est mon collègue proche en études cinématographiques à l'Université Rennes 2, qui est spécialiste notamment des questions de cinéma expérimental, de théorie du cinéma, notamment
spécialiste de Gaston Bachelard, puisque tu as publié très récemment un ouvrage qui lui est consacré dans sa relation au cinéma, mais tu es aussi nouvellement, je dirais, un spécialiste du western. C'est quelque chose qui t'intéresse de plus en plus et que tu creuses d'ailleurs dans un cours de master actuellement à Rennes 2. Et c'est aussi avec cette expertise qui me semblait tout à fait pertinent de t'inviter pour cette Critwitch. Je te remercie. Bonjour. Et puis à mon autre droite, donc, Brieux Bisson, qui est Prague, donc enseignant dans le département géographie de Rennes 2 également. Donc on est vraiment en dispositif rhéno-rennais pour le coup. Brieux qui travaille notamment sur les questions d'urbanisation, qui est son centre de spécialité, mais qui connaît aussi assez bien la géographie et la réflexion sur le territoire états-unien pour diverses raisons. C'est des choses qui t'ont intéressé. Et alors, il y a deux choses qui m'intéressent aussi dans votre présence. C'est qu'alors, Eric, de ton côté, tu as joué au jeu récemment. Tu l'as terminé récemment. Moi, c'est un jeu que j'ai fini il y a 3 ans, donc qui est déjà un peu loin dans mon esprit, mais qui perdure pour des raisons évidentes, vous allez le comprendre. Et puis, Brieux, de ton côté, tu n'es pas joueur toi-même, mais par contre, tu es spectateur de ces images. C'est quelque chose qui t'intéresse, à ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Enchanté et merci pour cette invitation, Jean-Baptiste. Effectivement, de manière indirecte, puisque moi, c'est ma compagne qui est joueuse et qui a joué et qui a terminé Red Dead Redemption 2. Donc, que j'ai pu un peu voir avec mon œil un peu extérieur. Et c'était intéressant aussi pour moi de venir pour ça aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je réexplique brièvement la manière dont ça va se passer, dont ça va se dérouler. Donc, comme Émeric Lenné l'a signalé, on va parler pendant 2 heures autour de ces images qui vont être diffusées. Alors, c'est un dispositif assez exceptionnel qui rend justice à un jeu lui-même exceptionnel, j'ai envie de dire, puisque c'est un véritable chef-d'œuvre vidéoludique que vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir à la fois dans la salle et sur Twitch, puisque effectivement, nous allons diffuser cette session de jeu sur l'écran gigantesque de la grande salle du TNB, une Théâtre National de Bretagne, et simultanément, donc, les spectateurs sur Twitch pourront voir cette session de jeu sur un écran plus réduit. Mais ce qui va être sans doute très intéressant, c'est de voir la relation qui va se jouer entre les spectateurs de la salle et la manière dont ces images vont prendre un sens peut-être différent dans cette salle avec des conditions de projection de cinéma, et sur Internet dans une logique beaucoup plus proche des let's play qu'on peut découvrir sur Twitch, bien sûr, sur la plateforme. Mais l'idée, c'est aussi avec cette Critwitch, qui est en fait, pour le redire rapidement, une contraction de critique et de Twitch. L'idée étant, bien sûr, d'aborder les choses sous un angle critique, pas seulement pour juger le jeu, mais pour avoir un recul critique sur ce jeu, et donc de l'analyser avec des outils différents. C'est-à-dire que, évidemment, ici, alors, Quentin, qui nous accompagne, joue excellemment bien, j'ai pu constater sa dextérité en tant que joueur, mais l'idée, c'est pas de faire du skill, c'est pas de faire du speedrun, on n'est pas dans cette logique. L'idée, ça va être de se promener dans cet espace qui est celui du jeu Red Dead Redemption 2, de circuler dans cet espace, de faire peut-être 1 ou 2 missions pour en fait s'acclimater à ces images et les commenter un petit peu en fonction de ce qui se présente sous nos yeux. Donc c'est avoir cette espèce de distance importante pour comprendre ces images très particulières, puisque, on va très vite le voir, ce ne sont pas des images qui font appel uniquement, en tout cas, au code cinématographique, ou au code de la peinture, ou au code de la photographie. Ça fait appel un peu à tout cela, mais avec des spécificités médiatiques assez intéressantes et qu'il faudra bien sûr relever ensemble. Et on espère bien sûr qu'au niveau du chat, il y aura des questions, des réflexions sur lesquelles on pourra également rebondir. Évidemment, au vu de nos domaines de spécialité respectifs que je viens d'évoquer, vous doutez un petit peu de ce dont on va parler durant cette Critwitch, puisque ce jeu Red Dead Redemption 2, qu'on ne présente plus normalement, mais que je vais tout de même présenter pour les personnes qui ne connaîtraient pas du tout le domaine du jeu vidéo, c'est un jeu qui est produit par un studio qui s'appelle Rockstar Games, qui est sans aucun doute l'un des studios les plus influents dans le domaine du jeu vidéo à gros budget qu'on appelle les jeux vidéo AAA. C'est des jeux vidéo effectivement qui reposent sur des énormes équipes de production, sur des budgets absolument faramineux. Rockstar Games étant le producteur de la série de jeux vidéo sans doute la plus connue de l'histoire du médium, qui est la série des Grand Theft Auto ou des GTA. Donc ils sont surtout connus pour cette saga, mais ils ont aussi réalisé énormément de jeux par ailleurs, et Red Dead Redemption est devenu une saga à peu près régulière dans leur production. C'est une saga qui est revenue, donc qui a commencé en 2010. Le premier jeu est sorti en 2010 et le deuxième est sorti en 2018, en octobre 2018, si je ne dis pas de bêtises. Donc 8 ans de développement, un temps qui est très important sans doute pour une production de jeux vidéo, mais le jeu tel qu'il se présente justifie bien sûr cette temporalité de production et l'équipe gigantesque qui est derrière, puisque vous allez le voir, c'est un jeu qui présente un espace à explorer absolument gigantesque,
avec énormément d'interactions, énormément d'éléments, à la fois de décors, une faune également qu'on va retrouver dans le jeu qui est extrêmement variée. Donc on va présenter bien sûr tout cela en jeu, bien sûr, en direct. Mais voilà, ça explique aussi que le jeu a été l'objet de nombreuses polémiques au moment de sa sortie, puisque c'est un jeu qui a fait ressortir une politique de production qui est celle du crunch, où l'idée c'était de faire travailler les équipes c'était 100 heures par semaine sur la fin de production de Red Dead Redemption 2. Donc il y a eu une grosse polémique évidemment autour de la production de ce jeu, que les producteurs du jeu eux-mêmes, Sam et Dan Houser, ont essayer de temporiser en disant non, mais en fait c'était pas toute l'équipe qui travaillait 100 heures, c'était juste nous et les scénaristes. On a essayé de se dédouaner un petit peu de cette façon, mais le mal était fait et évidemment ça a mis à jour des problématiques dans la production de cette industrie. Aujourd'hui, on ne va pas parler de ces polémiques, on va vraiment parler de l'œuvre en tant que telle, et bien sûr cette débauche technologique va donner lieu à une œuvre hors norme, puisque ce jeu est clairement un jeu absolument hors norme qui, à mon sens, fait partie peut-être des 3 plus grands jeux produits dans l'histoire du médium vidéoludique. Et on va essayer bien sûr de comprendre un petit peu pourquoi. Alors Red Dead Redemption 2, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce qui se passe dans ce jeu ? C'est une sorte de western revisité, puisque c'est un jeu qui se passe en 1899. On est à la fin de la conquête de l'Ouest. On est à un moment donné où on est à mi-chemin entre un territoire états-unien encore un peu inexploré par endroits, mais où des petites villes ou des grandes villes ont commencé à s'implanter. Et on va en fait aborder un espace particulier dans ce jeu qui est l'Ouest, évidemment, puisque c'est le centre géographique de l'action. Et en fait, ce qui se passe dans ce jeu, c'est qu'on va suivre une bande de hors-la-loi, qui est la bande d'un personnage qui s'appelle Dutch dans le jeu. Et dans cette bande, il y a un personnage qu'on va incarner qui s'appelle Arthur Morgan, qui est le personnage principal. Qui s'est construite derrière eux dans le sillon de l'exploration de l'espace sauvage qu'ils ont découvert évidemment lors de ce qu'on a appelé mythologiquement la conquête de l'Ouest. Donc ça, c'est le canevas, c'est le parti pris scénaristique du jeu. Et en fait, nous allons tout simplement commencer à un moment donné où les personnages vont passer d'un décor à un autre. Ils vont dans leur fuite en avant. Et donc, on va commenter, bien sûr, ce passage, puisque, comme je le disais, la spécialisation des invités d'aujourd'hui rend compte de cette réflexion sur le paysage, sur la géographie des États-Unis et sur la mythologisation aussi de cet espace. Puisque, on l'a dit, ce jeu est une sorte de western revisité. Néanmoins, la première chose qu'on peut remarquer, et qui est étonnante en fait quand on parle de ce jeu des studios Rockstar, c'est que le terme de western a finalement été assez peu utilisé au moment de la sortie en 2018. Alors bien sûr, certaines critiques de jeux vidéo l'ont mis en avant, que ça a réinventé les codes du western cinématographique, etc. Mais malgré tout, ça restait secondaire. Le jeu lui-même n'est pas qualifié de western. Il est qualifié de jeu en monde ouvert, une notion sur laquelle on reviendra bien sûr. Il est qualifié de GTA-like, une notion sur laquelle on reviendra aussi, de jeu bac à sable. Plusieurs notions comme ça sont venues désigner ou caractériser ce jeu. Mais la notion de western en elle-même n'a pas vraiment été mise en avant. C'est un premier sujet peut-être d'interrogation, de surprise peut-être quand on voit quand on réfléchit à ce jeu au départ. Alors peut-être avant de commencer à regarder des images, alors logiquement sur Twitch vous avez déjà une image qui est visible. Je ne sais pas si on la voit. C'est l'écran titre en fait du jeu. Et donc avant de lancer la session de jeu, j'avais envie qu'on parle un tout petit peu de cet écran titre que vous pouvez donc dans la salle peut-être regarder avec votre téléphone, puisqu'on ne peut malheureusement pas la projeter sur l'écran. Mais simplement peut-être parler des imaginaires mythologiques ou géographiques que cette image inaugurale sur laquelle on perçoit en fait un paysage enneigé, qui est la première zone explorée dans le jeu, avec une sorte de petite cabane, des arbres couverts de neige et un brouillard, ou en tout cas une sorte de semi-tempête de neige à l'arrière-plan. Alors je ne sais pas, Eric peut-être, ou d'abord, comme tu es tout de suite à ma droite, est-ce que ces images, qu'est-ce qu'elles t'évoquent ? Est-ce qu'elles t'évoquent le western ou est-ce qu'elles t'évoquent autre chose ? Est-ce que c'est des choses qui t'ont questionné ? En tout cas, ça m'évoque un certain type de western qui est ce qu'on a appelé le western blanc,
qui a été vraiment remis ces dernières années sur le devant de la scène par le film de Tarantino, Les 8 salopards, mais qui a été une espèce de sous-genre du western, qui a eu son heure de gloire dans les années 60-70, un peu en parallèle du western spaghetti, mais qui existait déjà aux États-Unis dès les années 40 et 50, avec certains cinéastes, André de Toth notamment, ou Track of the Cat de William Wellman. Donc il y avait cette idée de situer des westerns en dehors de ce qu'était le lieu où la plupart des westerns étaient situés, c'est-à-dire en gros le sud-ouest, les coins plutôt désertiques, arides, le Texas, l'Arizona, etc. Et le western blanc a été intéressant pour les réalisateurs de western pour plein de raisons. D'une part parce qu'il y a une dimension plastique très forte, très différente, très exotique d'une certaine manière. Parce que le sang sur la neige, c'est tout de suite visuellement très frappant. Donc, et bizarrement, en fait, le western blanc, enfin non pas bizarrement, mais étonnamment, il émerge avec la généralisation de la couleur au cinéma. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, un western dans la neige, quand on est en noir et blanc, et quand la couleur devient possible, tout de suite, il y a des gens que ça frappe, comme ça va frapper d'autres cinéastes au Japon, en dehors du champ du western, par exemple. Donc ça, c'est une première chose frappante. Et puis l'autre chose très frappante sur ce western blanc, et que Tarantino a très bien repéré aussi, mais ce n'était pas le seul, c'est que ça sert souvent à mettre en scène des situations de huis clos. C'est-à-dire que dans le western classique, là où les personnages se déplacent beaucoup, il y a des grandes étendues, ce qu'on verra après dans la suite du jeu, hein, on va le voir. Dans le western blanc, il y a très souvent des tempêtes de neige qui obligent les personnages à rester bloqués au même endroit et donc à ralentir le tempo et à être dans une mécanique qui est une mécanique de la parole. Et là encore, pour revenir à Tarantino, ce qu'il a hyper bien perçu, c'est qu'on met en branle cette petite mécanique de la parole, on la fait tourner de plus en plus vite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autres issues possibles que l'explosion de la violence. Voilà. Donc c'est comme ça une espèce de mécanique qui tourne très vite sur elle-même dans des endroits très renfermés. Voilà. C'est ce que ça m'évoque immédiatement, cette image titre. Très bien, merci. Brieux, de ton côté, juste du point de vue peut-être au moins de la question du paysage, c'est vrai que ça surprend parce qu'on s'attend toujours dans cet imaginaire western, cet imaginaire conquête de l'Ouest à avoir des grands paysages ensoleillés, ces grands espaces de désert, enfin Monument Valley, si on doit un peu caricaturer. Ici, c'est un peu différent. Mais ça montre bien que finalement, la conquête de l'Ouest, c'est aussi la conquête des Rocheuses, finalement, et que ces Rocheuses ont pendant très longtemps été une barrière pour ici aller au-delà, passer cette barrière-là. Et ça évoque aussi tout ce sous-genre du western blanc qui reste un sous-genre qui est assez peu connu, que Tarantino a contribué à remettre au goût du jour, mais difficile de connaître, alors sous le contrôle d'Eric évidemment, mais d'autres grands films qui ont pu marquer. Je repensais à ça ce matin, il y a John McCabe éventuellement, qui est un film qui s'inscrit un peu dans cette logique-là, mais par rapport aux grands westerns très connus, les westerns spaghetti, on n'a pas du tout cette ambiance-là, mais voilà, ça rappelle aussi finalement ce choix qui a été fait dans ce jeu de traiter le western ou l'espace de l'Ouest américain par un autre aspect un peu plus original et au moins en décalage par rapport à ce qui existait au préalable. Merci. Alors, je pense que ici se dessinent, on le voit bien, certains horizons d'attente. On va le voir, des horizons d'attente qui sont effectivement liés au début du récit, qui se passe dans une sorte d'équivalent des Rocheuses. Mais assez rapidement, le jeu va déplacer le curseur géographique pour aller explorer d'autres territoires, et c'est justement cela que nous allons découvrir ensemble dans le jeu. Moi, je voulais juste rajouter un truc par rapport à cet écran de titre que vous voyez donc sur Twitch, encore une fois, c'est la question de l'écran large, en fait, cette façon de présenter le titre en haut et ce paysage en panorama, en fait, avec une approche vraiment de la latéralité dans le cadre, est aussi une forme d'horizon d'attente par rapport à une cinématographicité du récit à attendre, puisqu'on sait dans quelle mesure les bandes noires sont bien sûr un leitmotiv, mais quelque chose qui a forgé un imaginaire cinématographique autour de la diffusion en salle et de la difficulté pour la télévision à retranscrire justement ces formats panoramiques au cinéma avec ce qu'on a appelé le format letterbox, donc avec l'impression évidemment d'avoir une boîte aux lettres et de voir au travers d'une boîte aux lettres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le jeu. À plusieurs reprises, on va s'en apercevoir.
je propose du coup à Quentin de lancer la session et on va donc découvrir ce passage d'un chapitre à l'autre. Vous allez le voir, hein, c'est le chapitre 1 qui va se terminer, s'achever, pour laisser la place au chapitre 2. Alors bien sûr, il va y avoir des dialogues qui vont être un peu en sourdine dans la salle. On va les entendre discuter, les personnages, mais nous, on va continuer à discuter, bien sûr, et à analyser ce que l'on voit pour, à la fois en termes de peinture des personnages, de leur rapport à l'espace et de la manière dont la mise en scène du jeu va traduire peut-être déjà la personnalité de ces caractères que l'on découvre encore à ce stade du jeu. On est à, je ne sais pas, 5-6 heures de jeu à ce stade du récit, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on va voir un petit peu comment Sam et Dan Houser, donc les créateurs et scénaristes aussi du jeu, vont appréhender ce passage d'un lieu, les fameuses Rocheuses, à un autre lieu qu'on va apprendre à découvrir ici. Que toutes les cinématiques, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de cinématiques, vraiment beaucoup il me semble. Il y a toujours ces bandes noires pour toutes les cinématiques, donc cette dimension de cinéma avec un format d'écran qui est assez particulier puisque ça renvoie à un format qui est celui du cinémascope, donc une image qui est beaucoup plus large que haute et qui est dans la tête de beaucoup de gens très très associée au western. C'est comme si dans notre tête, à partir d'un moment, le western c'est forcément une image large, spectateur. Donc c'est une indication aussi, ces bandes noires qui donnent une information aux joueurs pour qu'ils puissent s'adapter en conséquence et surtout adapter sa posture. Parce qu'on n'a pas la même posture quand on joue, quand on regarde. Et souvent le jeu vidéo s'amuse de cette difficulté à switcher de l'une de ses positions à l'autre, parfois en créant du jeu à l'intérieur de la cinématique ou de la cinématique à l'intérieur du jeu, comme c'est bien souvent le cas ici. Vous allez voir ici le chariot va casser, et à ce moment-là, le joueur n'a aucune prise sur la situation. C'est une sorte de cinématique intégrée, on va dire, à ce qu'on appelle le gameplay, donc le jeu en lui-même, le système de jeu en lui-même. Et là, les bandes noires reviennent évidemment pour marquer cette privation du contrôle du joueur. Justement, sur ce qu'on a vu là, cette caravane, donc là on voit bien très clairement cette redescente des Rocheuses, on voit bien que la neige fond, et c'est intéressant, et là aussi toujours sur ce retournement, parce que on a toujours cette image de la caravane qui part vers l'ouest, pour faire Lucky Luke, enfin voilà, dans nos esprits un peu classiques, la caravane qui part vers l'ouest, et là c'est la caravane qui revient vers l'est. Ça c'est quelque chose qui, à ma connaissance, on retrouve assez peu dans le western. C'est extrêmement rare, ce retour vers la civilisation avec cette grande figure de la caravane, comme un peu la civilisation qui se déplace lentement vers l'ouest. Là, les quelques cinématiques étaient très marquantes sur ça, sur ces longs convois comme ça qui se déplacent vers le soleil quelque part. On a remarqué ici le panoramique vertical qui révélait en arrière-plan cette présence des Indiens, qui est aussi l'un des topoi du western. Alors, est-ce que ce topoi il est abordé ici de manière originale, Eric, par rapport à son arrivée dans le récit à ce stade? Il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette arrivée des Indiens. Il y a une figure très classique qui est plutôt celle des Amérindiens qui observent la caravane des Blancs du dessus. Ça, c'est un truc que le film de Ford, l'exemple classique, c'est La Chevauchée Fantastique. En 1939, il y a un plan très très célèbre dans Monument Valley où on voit effectivement la caravane des personnages principaux observés du dessus par les Indiens qui vont les attaquer ensuite. Et là, c'est effectivement cette contre-champ de ça. Il y a deux choses intéressantes. C'est que d'une part, les Indiens, il va falloir attendre très longtemps dans le jeu pour les retrouver, mais on sait qu'ils sont là, quelque part. Et puis ils sont regardés par des gens qui sont eux-mêmes dans la position de gens qui sont traqués. Ce qui va du coup induire un rapport assez particulier à ces personnages-là dans la suite du jeu. Mais effectivement, ce point de vue, des personnages blancs qui regardent les Indiens en train de les regarder, c'est un truc qui est assez rare. C'est pas complètement absent sur le western, mais il y a une manière d'inverser. On recompose forcément l'espace.
ne peut pas trouver à s'incarner dans un gameplay de type monde ouvert. Parce que découper l'action par le biais d'un montage simulé, si on est en train de jouer et que d'un seul coup on a un contre-champ ou un axe de prise de vue qui change, en tant que joueur, notre relation à l'espace est complètement bouleversée. On ne sait plus où on se trouve, on se met du coup à aller dans l'autre direction, on recule, on repart dans l'autre sens. Des éditeurs ont essayé de le faire. Je pense à des jeux comme les Tomb Raider. Dans les premiers Tomb Raider, dans le Tomb Raider 3 notamment, il y a une séquence très célèbre où le personnage Lara Croft est poursuivi, c'est pas le bon mot, mais par un rocher comme dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Et les développeurs ont voulu mettre la caméra devant elle pour voir le rocher qui est derrière elle, exactement comme dans le film de Spielberg. Sauf qu'en tant que, d'un point de vue de gameplay, ça marche absolument pas. Parce que d'abord, on est en vue à la troisième personne, exactement comme ici, et d'un seul coup, la caméra se place en contre-champ, et du coup, en tant que joueur, le réflexe qu'on a, c'est de reculer et donc de faire face au rocher et donc de se prendre le rocher. Donc il y avait un truc qui était complètement aberrant en termes de gameplay, mais qui venait d'une envie cinéphile de la part des développeurs. Alors bien sûr, ces petits errements des premiers jeux en 3D a été largement éradiqués par la science du jeu en monde ouvert et du jeu à la troisième personne, comme on le voit ici. Mais alors du coup, ça crée cet espace continu qu'on observe quand même là, depuis un certain temps déjà, mis à part dans les cinématiques qui scandent et qui coupent un peu l'action. Mais globalement, on est sur une image fondamentalement continue, même si c'est une image qui est par essence composite. C'est-à-dire que concrètement, le jeu n'existe pas entièrement avec cette forme graphique parfaite dans le code. Hein, si vous voulez, il y a tout ce qui est à l'horizon, tout ce qui est au-delà de ce que l'on voit ici, et bien sûr sous une forme extrêmement diminuée en termes de qualité, et les qualités s'affichent en temps réel au moment où on les découvre. C'est tellement rapide qu'on ne le voit pas, même s'il arrive parfois ce qu'on appelle le clipping. Hein. Il arrive que parfois une texture s'actualise un petit peu trop tard, et du coup on voit le modèle avant de voir la figure ou l'objet ou le décor. Mais voilà, là où je voulais en venir, c'est que bien sûr, la relation à l'espace qui découle de cette relation à l'image est très différente de celle du cinéma, où l'espace est déstructuré pour mieux être recomposé et trouver une cohérence via la mise en scène. Ici, c'est pas du tout ça, c'est les déplacements du joueur dans cet espace qui vont nous permettre de saisir la spécificité de l'espace que l'on explore. C'est pas du tout la même relation, évidemment. Oui, là on a d'une certaine manière, dans une cinématique comme celle-là, on a une manière, je mets beaucoup de guillemets, idéale de nous présenter la situation. On est dans ce cas peut-être de plus confortable, ou en tout cas dans ce que nous a légué l'histoire des images, on le perçoit comme une manière extrêmement confortable de percevoir la situation et de la vivre. Et d'une certaine façon, quand on sort des cinématiques et qu'on est dans le gameplay, il faut réinventer un peu, essayer de retrouver cette situation idéale, sauf qu'on est sans arrêt en train de se repositionner dans l'espace par rapport aux autres, par rapport à notre environnement, et c'est pas simple. D'ailleurs, il y a des façons de jouer qui peuvent s'adapter à cela. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des sessions de jeu où, avec le joystick qui contrôle la vue de la caméra virtuelle, on peut s'amuser à produire des panoramiques, des travelling, un petit peu comme ce qu'a fait Quentin tout à l'heure, dans une optique de cinématographiser ce que l'on a à l'écran. C'est aussi un autre type de jeu assez amusant où on fait semblant de faire du cinéma en fait, en contrôlant à la fois la caméra et le personnage. Mais il y a quand même un enjeu que je trouve intéressant dans cette relecture des codes filmiques et ce détournement des codes filmiques par le média vidéoludique, c'est qu'en fait, dans un type de jeu comme celui-ci, alors je pense que ça prête à discussion, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, c'est qu'à mon sens, dans un jeu comme celui-ci, le hors-champ n'existe pas. Le hors-champ pensé d'un point de vue cinématographique n'existe pas. Parce que le hors-champ au cinéma est une décision de metteur en scène qui fait qu'il va laisser hors du cadre, hors du champ de vision du spectateur, quelque chose qui va rester fondamentalement hors du champ, que le spectateur pourra simplement imaginer, mais qu'il ne pourra jamais voir, sauf à vouloir révéler ce hors-champ à un moment donné. Mais un réalisateur peut très bien décider qu'il y ait une zone dans un décor qui ne soit jamais montrée au spectateur pour lui laisser une part de mystère, une part de liberté aussi quant à l'appréhension des images. Ici, un tel hors-champ n'existe pas, puisque tout l'espace est explorable. Il y a un hors-champ qui existe, bien sûr, il y a des zones de jeu qu'on ne peut pas dépasser. On a vu sur la carte tout à l'heure du monde qu'il y a une sorte de grosse limite avec un trait gras qui entoure l'espace explorable. Et c'est à partir de cette limite, il n'y a rien, ou il n'y a pas rien, mais il y a des zones, on va dire, qui ne sont pas modélisées, qui sont simplement là comme une sorte de structure codesque, si je puis dire, ou codique du jeu. Mais
cet espace, évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que l'espace du récit lui-même est un espace qui est quasiment entièrement explorable, ce qui fait que le hors-champ se meut ici en autre chose que... Alors moi, pour l'occasion de mes cours sur cinéma et jeux vidéo, j'ai choisi de nommer le péri-champ. C'est l'idée qu'effectivement, c'est un champ qui nous entoure et qu'on peut actualiser en fonction de ce qu'on décide de regarder. Donc c'est pas quelque chose qui reste inaccessible aux joueurs, mais c'est quelque chose qu'on peut tout simplement être amené à découvrir, être amené à voir. Ce qui, dans un jeu comme celui-ci, qui est une réflexion sur la frontière entre l'inconnu et le connu, le vu et le non-vu, etc., la civilisation et l'espace sauvage, hein, tous ces jeux oppositionnels, il me semble que ce traitement de l'espace, cette découverte constante en fait, de cet espace, est absolument cohérente avec le projet esthétique, qui est celui du western revisité, et de cette découverte d'un territoire, qui est celui mythologisé ou fictionnalisé des États-Unis. Autre élément, alors juste sur cet élément-là de modernité, on avait parlé tout à l'heure du chemin de fer, il ne faut pas oublier non plus le télégraphe qu'on suit là depuis tout à l'heure, et qui est quasiment systématiquement de parallèle à la ligne de chemin de fer, mais qui est aussi un élément important de cette modernité qui arrive et qui s'inscrit dans les paysages, parce que ce qu'il ne faut pas oublier aussi, et on l'a dit un peu d'ailleurs chacun notre tour tout à l'heure, mais c'est cette idée de la wilderness, de la nature sauvage, qui est un élément indissociable de la construction d'une identité collective aux États-Unis, et qui est très tôt conscientisée. Les premiers parcs nationaux au monde sont créés aux États-Unis et sont créés très tôt. Yellowstone, 1872. Donc le premier parc naturel national au monde est créé aux États-Unis en 1872. C'est-à-dire que la conquête de l'Ouest n'est même pas achevée, qu'on réfléchit déjà à il faut préserver cette nature. Il faut préserver cette nature parce qu'on a bien en tête qu'à un moment donné, ça va être nécessaire de la préserver. Et ça montre bien aussi qu'il y a déjà cette idée de conquérir cet espace. Et puis, pourquoi est-ce qu'on a ces paysages qui sont aussi importants pour un jeune pays, une jeune nation comme les États-Unis, qui n'ont de fait pas d'histoire, puisque beaucoup moins d'antériorité. Ce qui peut créer un patrimoine, c'est-à-dire ce qui peut créer un socle commun, civilisationnel quasiment, puisque c'est pas une histoire commune, ça va devenir des paysages communs dans lesquels on va s'inscrire. Et c'est précisément aussi cette idée de création des parcs nationaux. Et là, on voit bien le moment où précisément cette civilisation, au début du XXe siècle, commence à occuper tout l'espace, y compris des espaces qui étaient jusqu'ici particulièrement préservés. Ouais, ce qui est très curieux et très intéressant avec cette question de la création du Yellowstone, c'est que ça a été fait sous l'impulsion d'un président qui s'appelait Ulysse Grant. Mais Ulysse Grant, l'idée lui a été soufflée par Henry David Thoreau, l'auteur de Walden ou La vie dans les bois, qui est un écrivain très important dans le rapport dans la façon de théoriser ce rapport des Américains à la nature. Et en fait, quand le Yellowstone a été institué comme parc national, il y avait la notion de trésor culturel. C'est dans le texte, il y a vraiment la notion de trésor culturel des États-Unis. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'en fait, le trésor culturel des États-Unis, c'est la nature. Ce qui est encore une autre manière manière assez étrange mais intéressante de penser le rapport nature-culture. Notre culture, c'est la nature. Mais sur ce rapport à la nature, c'est quelque chose qu'on retrouve, y compris dans les espaces qui, par essence, ne sont pas naturels, c'est-à-dire les espaces urbains. Ce rapport à la nature dans les espaces urbains américains est très différent, et c'est notamment toute cette idée des suburbs, enfin des banlieues, qui correspond d'ailleurs typiquement à cette image. Alors là, on est dans un cadre beaucoup plus contemporain, mais le cadre contemporain classique des séries américaines, un lotissement, des maisons avec un jardin. Ça aussi, on voit bien que ce modèle-là de la ville, de construction de ce qui est en dehors de la ville, s'inscrit dans finalement une sorte de modèle de cité-jardin un petit peu, et qui doit beaucoup aux écrits de David Thoreau. Donc ici, des théoriciens au XIXe siècle qui aujourd'hui encore influencent considérablement cette manière de penser ce rapport à la nature. Alors même si aujourd'hui, dans un cadre évidemment de métropolisation, on a comme partout dans le monde, une sorte de lissage de manière de penser les villes, un retour vers les centres-villes, notamment d'une certaine élite qui pendant longtemps avait totalement délaissé les centres-villes américains pour précisément aller dans ces espaces de banlieue. Aujourd'hui, ils y reviennent, logique de gentrification qui est très propre à peu près
à un modèle métropolitain mondialisé, si on caricature un peu. Hein. Mais pendant très longtemps, ça s'est construit dans ce rapport à la nature, dans cette proximité à la nature, y compris dans des espaces a priori plutôt urbains. Alors, c'est vrai que là, on discute, et puis on ne fait pas attention à ce que Quentin nous fait. C'est-à-dire que Quentin a lancé une mission importante, qui est l'une des premières missions qui lance la narration dans ce premier chapitre. Ça ne donne pas l'impression comme ça, un personnage qui fait les courses, mais c'est aussi une autre manière de découvrir la ville. On l'évoquait tout à l'heure, il y a plusieurs façons d'explorer l'espace dans le jeu, et l'une de ces manières, c'est de passer par les missions qui nous font aller dans des lieux spécifiques, des lieux où on ne serait pas forcément allé de prime abord, et qu'on va découvrir par le prisme donc, du récit. Comme c'est le cas ici, voilà, pour, en fait, par le biais de cette cinématique, apprendre tout simplement qu'il y a des magasins dans les villes dans lesquels on peut acheter des choses qui vont parfois nous aider à survivre parce que ça va nous redonner de l'énergie, de la vie, etc. Donc c'est aussi une manière très intégrée de nous faire comprendre des mécaniques de jeu. Et ça aussi, je trouve ça assez brillant. Pour le coup, tout ça est très organique. Hein. C'est aussi pour ça que le jeu est brillant, si vous voulez, et important. C'est qu'il y a cette digestion en fait, de l'interface ludique dans le récit lui-même, dans les cinématiques, dans les actions qu'on est amené à produire au sein du jeu. Voilà, avec des motifs comme le fondu enchaîné, cette image un peu brouillée pour montrer le personnage qui se réveille de sa sieste. Donc ça, c'est des codes, effectivement, d'images très connus et très récurrents au cinéma. J'en profite, je manque à tous mes devoirs. C'est que j'ai pas trop fait attention aux questions éventuelles posées dans le chat. Alors, comme on a été déconnecté pendant un certain temps, voilà, il y a des questions peut-être. Alors, je vois une question de Le Mendiant 511 que je vais essayer de lire. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport entre la nature et la volonté de conquête justement de l'espace hostile et naturel comme un défi? Et finalement, ça se traduit bien dans le gameplay du jeu avec la conquête de l'espace du jeu, l'open world, à l'aide des mécaniques de gameplay. C'est des choses qu'on a un petit peu évoquées, mais c'est vrai qu'on peut creuser. Il y a un truc assez frappant. Alors, ça dépend toujours un peu du rapport qu'on a aux jeux vidéo en général. Pour ma part, j'ai joué beaucoup récemment à Red Dead Redemption 2, mais je ne suis pas du tout un joueur le reste du temps. Et donc, contrairement à Quentin, qui lui est un très bon joueur, moi, il a vraiment fallu que j'apprenne tout ça du début. Ce qui veut dire qu'au départ, quand j'ai commencé le jeu, j'étais extrêmement maladroit. Et même à la fin, je n'étais pas beaucoup moins maladroit d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait ce truc assez frappant de dire, je me retrouve dans la nature à devoir accomplir des actions et c'est pas que j'étais physiquement fatigué comme si j'avais grimpé une montagne ou combattu un ours, mais c'était difficile, quoi. Fallait apprendre des trucs, il fallait gagner un peu de dextérité, il fallait avoir un œil parfois un peu plus acéré parce que pour moi c'était pas toujours simple de discerner des choses dans ce paysage-là du jeu vidéo parce que je suis pas habitué aux luminosités, aux surfaces. Donc ça veut dire que cette conquête de la nature là, c'était en même temps une conquête du jeu ou en tout cas du gameplay, de la manière de jouer, d'arriver à apprivoiser un petit peu toutes ces choses-là, quoi. C'est clairement un jeu qui est pensé aussi pour la contemplation. C'est-à-dire que l'efficacité de gameplay n'est pas forcément ce qui est recherché. D'ailleurs, c'est un jeu qui a été beaucoup critiqué sur son gameplay un peu rigide, etc. Et on voit bien que c'est pas ce qui intéresse Rockstar Games. Hein. Ce qui les intéresse, c'est justement cet espace et ce qu'il peut produire en termes d'errance, de contemplation, de découverte, etc. Donc finalement, ce que tu décris ici, c'est assez... c'est pas surprenant en fait, c'est-à-dire que le jeu n'est pas forcément pensé pour faire du skill ou pour faire des sessions de jeu hyper efficaces. Il y en a qui le font bien sûr, mais à mon avis, à mon sens en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est pas le but premier. Et je dirais même que parfois des jeux qui sont tellement riches graphiquement sont moins jouables que des jeux qui vont être beaucoup moins riches, beaucoup plus sobres, mais qui vont du coup être extrêmement plus, qui vont être plus simples à appréhender du point de vue du gameplay, du point de vue des personnages à anéantir ou pour explorer des obstacles à surmonter, etc., etc. Alors, j'en profite, il y a une autre question intéressante dans le chat, je remonte un tout petit peu, de Dodolofus, qui nous demande, en début de conférence, vous parliez des westerns blancs qui seraient propices au huis clos, délaissant parfois les grandes étendues pour un chalet étroit bloqué par la neige, dans un rapport à l'espace quasi contraire au western traditionnel. Je me demandais... il y a un petit message supplémentaire qui m'a... Voilà. Je me demandais si, avec cet autre rapport au décor, vous aviez des exemples de western qui auraient délaissé le cinémascope au profit de formats plus audacieux ou plus adaptés à ces scénarios. Sacrée question. Alors,
Ce qu'on peut avoir en tête déjà, c'est que pendant le moment où vraiment le western va acquérir de plus en plus de célébrité, on n'est pas encore dans les formats larges. Alors il y a des tentatives qui sont faites très tôt, mais qui sont des tentatives très ponctuelles. Mais en fait, pendant assez longtemps, le format d'image du western, il était pas tout à fait carré, mais quasiment. Les grands westerns classiques des années 30, des années 40, ceux qui vraiment contribuent à l'ultra-célébrité du western qui a été pendant longtemps vraiment le genre favori du public, non seulement américain, mais peut-être même mondial dans une certaine mesure, c'était une image qui était quasiment carrée. Et c'est pas du tout l'imaginaire qu'on en a aujourd'hui, parce que c'est imposé petit à petit une vision très spectaculaire du western qui visait à rentabiliser ses paysages. Comme c'est un genre d'extérieur, c'est par excellence le genre où il faut qu'on aille tourner en extérieur. On s'est dit on va rentabiliser le fait d'amener des caméras et des équipes dans des paysages comme cela. Donc il faut que l'image soit la plus spectaculaire possible. Aujourd'hui, dans le cinéma contemporain, alors des formats audacieux. Des fois, le format audacieux ou le choix audacieux, il va consister à revenir à refuser la spectacularité. Je mentionnais tout à l'heure une cinéaste qui s'appelle Kelly Reichardt, qui a sorti très récemment en France un film qui s'appelle First Call, qui avait déjà réalisé en 2010 un très très beau western qui s'appelle La Dernière Piste, et elle a fait le choix d'un format qui est un format quasiment carré, que presque plus personne n'utilise aujourd'hui. Gus Van Sant l'a utilisé dans un autre registre pour Elephant il y a 15-20 ans, mais c'est vraiment un format qui est devenu très rare parce qu'il est assimilé à un format d'image ancien. Voilà. Et là, clairement, son idée, c'était de dire je vais refuser cette dimension spectaculaire du paysage et je vais mettre les corps qui habitent mon film dans une autre relation au monde, dans une autre relation les uns vis-à-vis des autres. Je veux une attention justement à ces corps-là qui soit maximale, et donc je veux pas que mes personnages soient parasités par un paysage qui soit montré comme comme un tableau, en fait, comme un grand tableau. Donc on trouve chez certains cinéastes aujourd'hui dans le western, qui est un genre qui commence à revenir un peu en termes de production. Depuis une quinzaine d'années, on produit de plus en plus de western, alors que pendant un certain nombre d'années, il n'y en avait quasiment plus. Et voilà, il y a des cinéastes qui ont aussi une réflexion sur ces formats d'image qui est souvent vachement intéressante. Alors, il s'est passé quelque chose pendant que tu nous expliquais tout cela, Eric, c'est que Quentin a échoué à une mission. Et du coup, il est un peu obligé de reprendre cette mission à zéro. Je ne sais pas s'il y a une solution, je ne suis pas sûr, pour abandonner la mission. Quitter la mission. Ouais, je pense qu'on peut faire ça parce qu'on est arrivé au bout. On va voir si on peut réussir à faire ça. Je ne sais plus si on peut le faire. Sinon, c'est la bonne vieille méthode de se faire tuer et de quitter la mission après. D'accord. Mais bon, il faut trouver quelqu'un de suffisamment motivé pour me tuer, quoi. C'est... Sinon, j'avais encore quelques questions dans le chat. Notamment, il y avait une question de Nemélus, enfin c'est pas une question mais une remarque que je trouve assez intéressante, qu'on n'a pas évoquée encore dans le cadre du gameplay, où il nous dit, voilà, c'est souvent dans la contemplation qu'on cherche des codes de cinéma, je pense à la possibilité que le joueur a de mettre les bandes noires avec un bouton. Et effectivement, alors on aura sans doute un exemple tout à l'heure, hein, on essaiera ça, il y a une fonctionnalité dans le jeu où on peut faire des trajectoires à cheval en délaissant le gameplay, c'est-à-dire en ne contrôlant plus le cheval, mais en laissant le jeu le faire à notre place. Et en fait, quand on fait ça, il y a effectivement des bandes noires qui apparaissent, et la traversée ou la chevauchée se fait avec un découpage beaucoup plus cinématographique, avec des changements de plan. Mais cette fois-ci, le joueur est privé du contrôle du cheval. Donc c'est un cas intéressant. Ah bah voilà. Ah non, là on est en cinématique. Mais Non. Sinon, j'allais suggérer à Quentin peut-être de le faire. Et tu nous disais tout à l'heure quelque chose d'assez intéressant, Quentin, avant le début du cri Twitch, sur la manière dont ce que tu peux faire en termes de jeu et de positionnement dans l'espace était un peu limité quand on passe en mode cinéma. Ouais, en fait, là, je peux juste contrôler la vitesse. Mis à part ça, les mouvements de caméra sont automatiques. En tout cas, tu es soutenu, Quentin, dans le chat. Hein. Ouais, merci. Tout le monde est avec toi. On dit que ça arrive au meilleur, donc il n'y a pas de problème. Mais on retrouve en tout cas cette idée dont tu parlais, Jean-Baptiste, au début avec les cinématiques, c'est que dès que ces bandes arrivent, on est dans une forme d'effet cinéma qui nous transforme d'une manière ou d'une autre, qui nous met dans une posture qui est davantage une posture de spectateur, qui est davantage passive. Tout de suite, il y a moins de contrôle, quoi. Même quand on n'est pas en cinématique, quand les bandes arrivent, on contrôle moins ce qu'on fait. Alors, on peut contrôler. Cependant, une fois qu'on est en mode cinéma,
Vu que la caméra peut être dans d'autres angles que celui habituel, les commandes peuvent se retrouver inversées, donc c'est beaucoup moins intéressant au niveau gameplay, quoi. Et quelques remarques aussi dans le chat intéressantes sur la question de l'immersion, qu'on a un peu évoquée en sous-texte en tout cas, mais on parlait des interfaces. Alors on voit bien ici à l'écran que ces interfaces sont réduites. On voit effectivement une mini-map en bas à gauche et puis quelques informations qui surgissent en pop-up en haut du cadre. Et donc c'est là aussi bien sûr pour faciliter l'immersion, même si certains membres du chat évoquent le fait qu'il y a des jeux qui sont beaucoup plus immersifs que ça, qui vont vraiment effacer complètement toute interface visuelle pour vraiment proposer une image qui soit uniquement de l'image et qui ne repose pas sur ce qu'on pourrait appeler une forme d'hypermédiateté, où on va pouvoir plusieurs formes médiatiques à l'écran, l'image, la carte, les informations textuelles, auxquelles les joueurs sont bien sûr habitués, puisque tout ça, ce sont des informations qui servent le gameplay. Mais voilà, certains jeux vont bien sûr pousser jusque dans l'extrême limite la disparition de l'interface. Red Dead est un petit peu entre deux, effectivement, ça pourrait aller encore plus loin, même si je trouve toujours intéressant que ces images ici soient accompagnées de ces mini-maps, puisque cette mini-map, elle est aussi le symbole de ces déplacements. C'est-à-dire que c'est aussi un jeu qui fait de la carte l'un de ses enjeux principaux de structure. C'est-à-dire que ici, on est face à une exploration de l'espace qui est là pour nous renseigner et faire en sorte qu'on fasse la conquête intellectuelle aussi de cet espace, qu'on apprenne à le connaître. Le fait que, par exemple, dans le jeu, à plusieurs reprises, on puisse analyser des plantes, analyser des espèces animales et les mettre dans une encyclopédie. On ne l'a pas vu, ça, je crois. Aussi, peut-être, ça a été évoqué dans un pop-up à un moment donné à l'écran, je ne sais plus. Il y a eu toute une encyclopédie dans le jeu que l'on constitue à partir de nos découvertes. Et du même coup, voilà, c'est toujours cette question de l'exploration qui est au centre de tout. Juste une question de cette encyclopédie-là, c'est quelque chose en plus qu'on peut faire. Enfin, on a le choix de le faire ou c'est Ouais, on n'est pas obligé okay. du tout. Ouais, on va scanner les espèces, on va les observer et en fait, elles vont être ajoutées. Donc après, dans l'encyclopédie, on peut lire quel type d'espèce c'est, quel type d'arbre c'est, etc. C'est une manière aussi de cartographier autrement le monde. Oui, clairement, oui, c'est une possibilité intéressante. Oui. Toujours personne pour te descendre. Ça va arriver, ça va arriver. Ah, puis c'est dommage, c'était vraiment la fin de la mission, quoi. C'est... Il y a une question aussi de Péjounette qui me dit que, je ne sais pas si on a répondu à cette question, mais est-ce qu'en tant qu'expert dans le cinéma, vous voyez un vrai plus au jeu vidéo par rapport au cinéma pour cet imaginaire ? Le jeu vidéo étant un média propre, qu'est-ce que ça apporte à cet imaginaire américain ? C'est une question assez large, mais on y a partiellement répondu à cette question. C'est en évoquant cette idée du monde ouvert comme étant le lieu de la découverte et donc d'un rapport à l'espace de la frontière, c'est-à-dire de repousser cette frontière pour apprendre à connaître et à maîtriser ce monde. C'est ce qu'on appelait l'écoumène, effectivement, de la maîtrise de l'espace. Et donc, oui, je pense que, à mon sens, en tout cas, le jeu vidéo, en tant que média, va proposer une autre manière d'appréhender cet espace. Alors, le cinéma l'a fait à sa manière, de plein de façons différentes, très très belles, bien sûr, mais le jeu vidéo le fait de manière très spécifique, liée aussi à une démarche de l'intime. C'est-à-dire que c'est en tant que joueur individuel que l'on va appréhender cet espace, qu'on va le découvrir. C'est pas quelqu'un qui nous impose cette découverte avec un regard ou un point de vue qu'il va nous proposer de suivre. C'est le joueur en tant que personnalité, individu en fait, et porteur d'un point de vue qui va importer. Et c'est aussi intéressant cette expérience de diffuser un jeu comme celui-ci dans une salle de cinéma, c'est-à-dire c'est une expérience collective. Alors nous, on n'est pas face à l'écran, c'est dommage, on n'est pas plongé dans les images comme vous, spectateurs, l'êtes actuellement. Mais je serais assez curieux à l'issue de la Crit Twitch d'en parler avec vous et de voir si c'est quelque chose si ça produit quelque chose pour vous, ou est-ce qu'il y a une distance qui est immédiatement créée par le fait que vous ne participiez pas à ces images et qu'elles se déroulent presque automatiquement sous vos yeux. C'est-à-dire vous êtes juste spectateur. C'est une posture qu'on trouve sur Twitch. Je veux dire, concrètement, quand on regarde un let's play de jeux vidéo, il y a une dimension spectatorielle qui est inhérente en forme expressive du jeu vidéo aujourd'hui, où on va simplement regarder quelqu'un jouer. Mais il me semble toujours que quand on regarde quelqu'un jouer, on regarde quelqu'un jouer. On ne regarde pas que le jeu. Alors, ça peut être juste pour regarder le récit, avec des let's play qui vont vraiment prendre
qui vont essayer vraiment de suivre la narration au plus près. D'autres joueurs qui vont aussi faire valoir leur propre capacité de joueur, ce qu'on appelait le skill tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des manières différentes d'appréhender ces images. Mais ici, dans une salle de cinéma, je me demande dans quelle mesure c'est pareil ou est-ce que c'est différent. Et là encore, la dimension médiatique, elle est intéressante à creuser. Alors, Jude de Baobab nous dit qu'il y a moyen de reprendre au point de passage si jamais tu rééchoues. Je sais ce qui est à l'origine de l'erreur en fait. C'est juste pas l'habitude du PEP 360. Mais cette fois-ci, ça va le faire. Oui, Jude Baobab a tout à fait raison sur le chat. C'est-à-dire que aussi, ce qui importe dans la session Twitch, c'est de voir le joueur qui joue. C'est-à-dire que concrètement, on a le jeu, mais on a aussi en encadré le visage du joueur qui réagit à ce qui se passe, qui va parler, qui va commenter, qui va réagir à une action qu'il a ratée ou qu'il a réussi, qu'il a particulièrement réussi. Donc il y a cette relation intime qui se crée entre le Twitcher et le spectateur de Twitch, qui est une relation qui n'existe pas de la même manière, je pense, dans un dispositif comme celui-ci. À part pour ceux qui sont sur Twitch et qui nous voient discuter, mais on ne voit pas le joueur, enfin en tout cas, à moins qu'au niveau du montage, en direct, on puisse voir un instant Quentin qui joue. Mais effectivement, on est plus sur le commentaire, et donc l'action qui est présentée à l'écran est un peu désincarnée. C'est-à-dire que nous, en commentant, des fois on s'adapte à ce qu'on voit, mais d'autres fois, on parle et finalement l'image se déroule au-delà, en dehors de notre parole, et du même coup, il y a une déconnexion qui s'opère, qui peut parfois faire que, même vous en tant que spectateur, vous nous direz peut-être un petit peu déconnecté de ce qui se passe à l'écran, ou alors au contraire déconnecté de ce qu'on dit, parce que concentré sur ce qui se passe à l'écran. C'est aussi une forme d'expérience assez originale et intéressante. Ouais, et puis dans cette question, il y avait deux dimensions. C'est à la fois qu'est-ce que le jeu vidéo peut proposer par rapport au cinéma ou en plus du cinéma. Donc ça, effectivement, c'est des questions qu'on a pas mal évoquées. Et puis il y avait la question aussi de qu'est-ce que ce jeu vidéo peut proposer sur la perception de l'imaginaire américain. Et là, je trouve que la séquence qu'on a sous les yeux, là, elle est assez intéressante parce qu'en fait, il y a toute une dimension qui est la dimension à la fois idéologique et morale, qui est très prise en main par la narration du jeu, c'est-à-dire par des événements soit sur lesquels on n'a pas d'influence, la dégradation des relations, ou à un moment on a des possibilités de choix qui sont des possibilités binaires, on décide plutôt de faire le bien ou plutôt de faire le mal, et ça va orienter les interactions qu'on a avec les autres ensuite. Mais il y a une autre dimension de cette expérience de l'espace américain qui, pour le coup, ne passe pas par la narration, qui est l'expérience qu'on fait justement du paysage, des plantes, des animaux. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'on est dans une expérience réelle des choses. Mais il y a quand même un sentiment d'action, de participation au paysage et à cette époque qui est presque... Enfin, oui, qui est indépendant de la narration. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la portée éthique, idéologique, qui est semi-conduite, semi-dirigée. Et puis ce qui n'est pas semi-dirigé, ce qui est complètement libre, c'est encore un autre type une autre manière, disons, de faire l'expérience de ces paysages-là et de cette époque-là par le jeu vidéo. Et là, pour le coup, de façon très différente de ce que le cinéma nous propose, puisque, encore une fois, on ne peut jamais... rester dans un pré comme ici aussi longtemps qu'on veut quand on est en train de regarder un film. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le film décide pour nous que ça va s'arrêter. Il arrête l'expérience, où il va nous faire regarder une fleur de plus près. Mais là, si je veux regarder une fleur de plus près, c'est moi qui le décide. Si je veux rester allongé dans l'herbe, c'est moi qui le décide. Enfin, ça me fait penser à un concept qui a été érigé par un chercheur qui s'appelle Edward S. Casey et qui parle de topopoétique. J'aime beaucoup ce concept, je le trouve vraiment ici tout à fait intéressant, la poétique du lieu concrètement et même la poétique d'un rapport à l'espace particulier qui est celui de la navigabilité de cet espace, en fait, un espace qui est fondamentalement navigable, et c'est cette navigabilité qui est à l'origine de la poéticité de cet espace. Mais c'est le type de jeu, enfin, Red Dead Redemption, mais comme d'autres grandes séries de monde ouvert, où on se surprend parfois, et particulièrement moi en tant que souvent spectateur indirect et non pas joueur, à admirer un lever de soleil ou etc. Et à prendre une pause dans le temps du jeu pour
admirer ce qu'on nous donne à voir. L'automne dans certains jeux ou des changements de saison ou autres. Et ça aussi, c'est assez nouveau et assez, voilà, on voit typiquement parfait. Merci Quentin. Moi, je suis très frappé, étant pas un joueur régulier, je suis très frappé par la proximité sur plein de points, y compris en termes de gameplay, cette dimension encyclopédique, etc., de Red Dead Redemption 2 avec Zelda Breath of the Wild, sur vraiment plein de niveaux. Mais la différence fondamentale, c'est que Zelda, on est dans un monde qui est totalement fictionnel. Et là, il y a quand même cette chose qui est très différente, c'est qu'on sait que c'est pas les vrais États-Unis, on sait que c'est pas la vraie géographie, mais il y a quand même un sentiment très fort. Parce que le pays il est nommé, mais aussi parce qu'il y a derrière tout cet imaginaire qui, pour le coup, est à la fois photographique, cinématographique, littéraire, et donc quand le jeu commence, on a déjà des représentations. Et le jeu, parfois, suit le fil du courant de ces représentations, et à d'autres moments, il va essayer d'aller un peu contre le courant, de faire des pas de côté, on en a un peu parlé, mais c'est un jeu qui n'est pas très, en termes de référence cinématographique, il est beaucoup moins ancré que le précédent dans un type de cinéma particulier ou dans des références précises. Le premier Red Dead Redemption lorgnait quand même beaucoup du côté des films de Sergio Leone, de Sam Peckinpah. Là, en fait, il y a énormément de références, mais elles sont infiniment plus discrètes. C'est des petits motifs très courts pendant une scène, une traversée de paysage. Il y aura, et il y a beaucoup de choses qui viennent directement de beaucoup de films, mais c'est pas on n'est pas obligé de passer par cet imaginaire cinéphilique. Et pourtant, il est là en filigrane. Au-delà de ce paysage, il y a la question du temps, qui est aussi une dimension très importante. On l'a pas forcément trop évoqué encore, mais on la voit. C'est le genre de jeu où on peut prendre son temps et où un déplacement peut mettre le temps qu'on veut à être opéré. Et parfois, ça crée on peut, pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, juste faire du cheval et se promener, et puis étirer le temps, entre guillemets, y compris dans une mission. Et c'est aussi une possibilité qui est intéressante et qui est bien rendue ici, dans ce jeu, notamment parce qu'on se déplace par des moyens qui sont assez lents la plupart du temps, le cheval ou la calèche ou autre, où c'est encore plus vrai sur cette caravane où on était au début, où on est sur un temps très étiré. Et puis cette question du temps, elle transparaît aussi au travers du cycle jour-nuit qui scande le jeu. Là, on voit bien la nuit qui tombe, effectivement. On a vu ce ciel d'un seul coup pesant. Quentin prend des risques. Il risque d'être recherché après ça. Mais oui, ce cycle jour-nuit, bien sûr, est absolument essentiel dans la dynamique du jeu aussi. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on est obligé de s'arrêter pour camper. Parce qu'on ne voit plus rien, parce qu'on dit là je peux pas continuer comme au début, je suis obligé d'attendre le lever du jour, et là encore ça impose un rapport à l'espace différent. Quand on campe, il faut trouver l'endroit où on va poser sa tente, etc. C'est aussi une autre manière de positionner le réalisme très singulier de cette œuvre. Il le disait dans les commentaires, c'est aussi la chasse et la pêche, et ça, la plupart de ces jeux en monde ouvert de ce type-là, maintenant on peut effectivement aussi prendre le temps de chasser ou de pêcher finalement. Et la pêche est toujours étonnante en termes de temps, de temporalité, etc. J'ai lu beaucoup de choses intéressantes là très récemment. D'ailleurs, j'en profite pour le signaler dans une revue de jeux vidéo qui s'appelle JV, qui est une JV Le Mag, qui est disponible en kiosque assez facilement. Et le dernier numéro était sur la question des États-Unis, la représentation des États-Unis dans le jeu vidéo. Et il y a tout un article d'un journaliste qui s'appelle Yann François autour justement du territoire américain, de sa représentation et de son devenir ludique en fait dans le cadre du jeu vidéo. C'est vraiment un article tout à fait passionnant dans lequel on trouve beaucoup de pistes. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous conseiller de lire, si vous êtes curieux du jeu vidéo comme objet culturel, de lire ce magazine qui est vraiment très riche, porteur de plein d'idées tout à fait passionnantes sur le jeu vidéo. Pour ne rien vous cacher, l'un des projets de Critwitch, peut-être qu'on le refera à terme dans d'autres occasions, je ne sais pas, c'était d'inviter Yann François pour parler d'un autre jeu. Et donc peut-être que c'est quelque chose qu'on fera à terme dans d'autres occasions. Voilà, on a une approche du paysage qui est différente de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent avec ce brouillard. Alors ça, c'est assez intéressant. On est quand même dans un jeu où, logiquement, la visibilité permet de se repérer, de gérer ses actions. Dans un jeu, normalement, on n'est pas censé brouiller la vision du joueur. Là, ici, on est sur cette démarche
visuel qui renvoie à tout un imaginaire aussi cinématographique, avec ces jeux de lumière extrêmement beaux qu'on vient de voir et que Quentin nous a fait admirer. Un brouillard qui est aussi très évocateur d'un cinéma peut-être plus lié au cinéma fantastique, et donc peut-être un western un peu plus fantasmagorique. Alors c'est pas exactement traité comme ça chez Clint Eastwood, mais j'imagine qu'il y a des westerns comme ça qui vont chercher un petit peu la dimension fantasmagorique de ces météos très particulières avec du brouillard, des choses comme ça. Je sais pas si, comme ça, j'ai pas en tête des westerns en particulier qui auraient fait ça, mais qui travaille vraiment sur la question de la météo. Alors, tu mentionnais Eastwood, il a fait des choses, alors que c'est pas forcément un cinéaste qu'on associe beaucoup à l'invention plastique. Il a fait surtout au début de sa carrière de réalisateur, il a fait quand même des choses très très fortes dans l'Homme des Hautes Plaines. Oui, c'est souvent effectivement à ça qu'on pense. Il fait quand même, son personnage qu'il interprète oblige les habitants d'un village à repeindre leur propre village en rouge sang dans un désert. Donc c'est quand même, pour le coup, c'est une image qui est totalement saisissante. Alors c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi forcément avec le western, on est dans un genre qui est très codifié, donc il y a eu aussi des tentatives et des tentations de faire dialoguer le western avec d'autres genres, et notamment avec le fantastique. Je ne sais pas si c'est ça que tu avais en tête. Donc il y a, tu vois, on parlait il n'y a pas très longtemps, alors sans être complètement dans le registre du fantastique, mais il y a certains westerns qui vont se mélanger avec des choses qui sont de l'ordre du gore ou du slasher. Il y a ce film très très curieux qui s'appelle Bone Tomahawk, qui commence comme un western tout à fait classique, enfin post-classique, et qui vire au slasher de type La colline à des yeux, quoi. Il y a Vorace, ce film anglais de la fin des années 90 qui est un peu dans le même genre de choses. Il y a ce film qui est un film très 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 étonnant, mais d'ailleurs peut-être que on pourra en parler par rapport à Red Dead Redemption 2, parce qu'il y a un mini truc par rapport à ça. Il y a ce film très étonnant qui s'appelle Cowboy contre envahisseur, qui est quand même une espèce d'objet extrêmement étrange, mais assez passionnant, je trouve, dans le contexte contemporain. Et Red Dead Redemption 2 n'est pas complètement exempt de ces greffes, même si on est plutôt dans la logique de l'easter egg et de la recherche forcenée de choses complètement dissimulées. Mais c'est ça, c'est pas inscrit dans le cadre du récit principal, mais dans le jeu, il y a plein de moments qui vont flirter justement, voire même aller complètement dans le registre fantastique, voire science-fictionnel. Donc je ne dis rien pour ceux qui voudraient découvrir le jeu, mais il y a des moments, des endroits, à des heures précises, où il se passe des événements surnaturels qui font écho aussi à toute une conception cinématographique du genre fantastique. Et c'est intéressant parce que c'est aussi ça finalement l'histoire du western, c'est-à-dire que c'est ça à la marge, les greffes, les rencontres sauvages entre le western et des genres auxquels on n'aurait pas du tout pensé à l'apparier, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de films qu'il y a eu à un moment des choses complètement baroques. Tout à l'heure on regardait la séquence de rencontre avec l'archéologue amateur et qui cherche des os de dinosaures. Il y a un film hyper étonnant je ne sais plus de quand il date, c'est fin des années 50 ou fin des années 60, j'ai un truc qui s'appelle La Vallée de Gwangi, qui est une transposition du Monde perdu d'Arthur Conan Doyle en registre western. Donc c'est des cow-boys qui découvrent une vallée secrète cachée derrière un éboulement de rochers qui est resté pendant très longtemps inaccessible au monde et à l'intérieur de laquelle vivent des dinosaures. Et donc ça donne lieu à des scènes... c'est des plans de ce film qui sont réutilisés par Zanevicius et Mézeray dans la classe américaine. Mais pour le coup, ça produit des images qui sont assez saisissantes. Et donc il y a aussi un peu de ça dans Red Dead Redemption 2. C'est-à-dire que le monde est suffisamment grand, il est suffisamment gigantesque pour pouvoir aussi intégrer des quasi-aberrations comme celle-là. Il y avait une remarque sur la carte, une question, alors je n'ai pas retenu le nom parce que ça a défilé, désolé, qui disait que parfois il y avait des RPG de ce type-là où la carte avait pas forcément une importance très grande. Je pense qu'ici elle est d'autant plus importante qu'on se réfère à un monde et que c'est quand même fait, même si c'est pas la carte réelle des États-Unis, pour nous renvoyer vers des réalités données connues de nous. Contrairement à d'autres jeux de ce type-là, où on n'est pas forcément sur une localisation qui va être importante, on est sur un monde de fantasy, ou entre guillemets. Là, c'est quand même très très important de savoir où on est, à quoi on se renvoie. Et donc la carte ici, c'est quasiment un acteur du jeu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Baptiste. Je pense que c'est une dimension assez fondamentale de ce jeu-là, pour l'évolution des paysages, et puis pour tout ce qu'on a pu dire depuis le début. C'est un acteur à part entière, ici de Red Dead Redemption.
Alors là, Quentin vient de ramasser une inconnue pour l'amener dans un endroit qui s'appelle Saint-Denis, qui, ça tombe bien, est un endroit qu'on avait envie d'aller visiter. Pour en discuter, je crois, Brieuc, que tu n'as pas vu. Mais non, je n'ai pas vu Saint-Denis. Tu vas découvrir Saint-Denis bientôt. Et là, on voit bien dans quelle mesure les missions, même secondaires, des éléments qui peuvent advenir dans le cœur du jeu à l'improviste, peuvent nous amener à visiter des lieux, à nous guider vers des lieux donnés. D'ailleurs, on peut peut-être aussi en profiter. On l'a évoqué tout à l'heure, Quentin. Est-ce que tu pourrais nous faire une démonstration du mode cinéma pour les promenades à cheval, pour voir un petit peu voilà, à quoi ça ressemble? Par contre, là, du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu plus limité au mode cinéma. Donc là, par exemple, j'ai plus accès à la minimap en bas. Donc, je me dirige un peu au hasard. Et logiquement, le cheval suit automatiquement le trajet, si je dis pas de bêtises. Théoriquement, oui. Ouais. En pratique, c'est pas toujours le cas. D'accord. Enfin, c'était histoire d'avoir un aperçu et de voir à quel point ici l'immersion passe par une disparition totale de l'interface. Plus de minimap, plus rien. On est uniquement dans une forme de semi-découpage cinématographique. Un découpage qui d'ailleurs est, je trouve intéressant parce qu'il n'y a pas du tout de point de vue de metteur en scène. C'est un découpage aléatoire. Les plans sont coupés un peu n'importe comment, une durée sans doute qui doit être un peu calculée en fonction de certaines attentes, mais ici on n'a pas du tout un montage qui est pensé par un monteur, mais qui est effectivement calculé par un algorithme. En fonction d'attentes qui sont liées en fait à nos représentations du cinéma dominant, en fait, du cinéma hollywoodien très clairement. La taille des personnages dans le plan, la durée des plans pour qu'ils soient ni trop courts ni trop longs, le moment où on va faire un passage d'un point de vue à un autre, c'est quand même on est dans la logique du blockbuster en fait, c'est ce que tu rappelais, hein, le triple A, c'est dans le jeu vidéo l'équivalent du blockbuster au cinéma. Mais c'était la remarque de Cass B13 sur le chat où on dit qu'effectivement il y a sans doute une volonté de légitimation du jeu vidéo par le prisme du cinéma. C'est une sorte de lutte pour essayer d'être plus respectable, entre guillemets, et du coup de partir sur des codes cinématographiques pour justifier de cela. Alors oui, nous arrivons à une phase du jeu, enfin un endroit de la carte tout à fait passionnant, cette irruption qu'on a un peu vu venir avec quelques lumières qu'on percevait au travers des arbres, où là on découvre effectivement ces palissades, ces poteaux, ces lumières au loin, qui sont autant de bâtiments dans une véritable ville, pour le coup, qui est le symbole vraiment dans le jeu de cette civilisation à laquelle les personnages vont se confronter dans le dernier tiers du récit, logiquement. Là, on a visité la carte un peu plus librement. Et donc, c'est la ville de Saint-Denis, qui est très clairement inspirée de la Nouvelle-Orléans. Il y a beaucoup d'éléments de la ville qui font écho en fait, à la Nouvelle-Orléans, dans les architectures, des choses qu'on reconnaît bien sûr ici. Puis là, la découvrir de nuit, je trouve que c'est assez fort. Parce que là, pour le coup, cette omniprésence des lumières, elle dit aussi quelque chose de l'occupation humaine. Mais on voit moins les fumées de l'ère industrielle, mais par contre, effectivement, c'est très très beau cette arrivée de nuit. La végétation typique de la Louisiane, on a vu ces grands arbres là avec les... Alors concrètement, la ville, elle est située dans une zone où il y a vraiment le bayou, hein, juste à côté, avec des zones assez horrifiques d'ailleurs, qui rappellent aussi un imaginaire du cinéma d'horreur. Le crocodile de la mort de Tobe Hooper, ce genre de choses. Alors d'ailleurs, on nous posait la question dans le chat de savoir s'il y aurait moyen de mettre en ligne peut-être, ou au niveau de la vidéo sur Twitch, je sais pas, les titres des références qui ont été évoquées des films. À voir si c'est possible à faire. Techniquement, je ne sais pas si c'est possible de les mettre sur Twitch. Mais on va en parler, mais si c'est possible, tout à fait. Et là, c'est la première fois qu'on se retrouve avec une ville avec un éclairage électrique, manifestement. Et ça aussi, c'est très marqué par rapport à ce qu'on a vu comme entrée dans la modernité. Des rues pavées. Ça aussi, on ne l'avait pas vu. Un tram. Ouais. Ce qui est aussi intéressant, c'est que la ville de Saint-Denis, quand on la découvre en dehors du scénario, elle n'est pas très vivante. Elle est beaucoup plus vivante quand on la découvre au moment où c'est normal de le faire par rapport à la structure de l'histoire, où il se passe plein de choses, il y a plein de missions à remplir, il y a plein d'inconnus qu'on va rencontrer, etc. Là, quand on la découvre, on dirait une ville quand même un peu déserte. Alors c'est peut-être aussi parce que c'est la nuit, hein. Mais même de jour, hein, pour y être retourné, moi, ce week-end, en reprenant le jeu à zéro et en voyant un petit peu comment on pouvait découvrir la ville en dehors de la narration, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de PNJ, donc des personnages non jouables, de PNJ à interroger, avec lesquels discuter.
même si j'imagine qu'il y a quand même des petites missions à droite à gauche. Alors là, Quentin nous fait une démonstration aussi, je ne sais plus si on l'a déjà vu, du mode en première personne, en vue subjective, qui est censé renforcer l'immersion, en tout cas, dans le jeu vidéo. Quentin, est-ce que tu aurais moyen de nous montrer la carte de la ville? Ouais. Si elle est accessible. Si elle est super. accessible, ouais. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Excuse-moi, je t'ai coupé, Jean-Baptiste, mais je me disais, pour mesurer aussi la taille de la ville de Saint-Denis par rapport à la taille de Valentine dans laquelle on était tout à l'heure, c'est vraiment pas... Voilà, on n'est absolument pas dans les mêmes dimensions. Oui, puis on est sur une ville industrielle, industrie qu'on n'avait absolument pas croisée jusqu'ici et qui, quand on se situe en 1900, quand on parle de territoire industriel aux États-Unis, c'est exclusivement des territoires, quasiment uniquement des territoires littoraux sur la côte Est, et ça se limite à peu de choses près à ça. Donc c'est vrai que c'est pour ça très intéressant. Oui. Alors j'en profite d'ailleurs, je profite de cette vue subjective pour répondre avec un peu de retard à une question que m'a posée Stéphanie Jeunet tout à l'heure, et que je trouvais intéressante sur le rapport à l'avatar. Parce que concrètement, c'est vrai que l'avatar dans un jeu vidéo, c'est une coquille qu'on va investir de nos capacités ludiques, de nos décisions, de déplacements, d'actions, etc. Et à mon sens, il y a une vraie différence à faire entre l'avatar et le personnage. C'est-à-dire que concrètement, dans les jeux vidéo, en règle générale, on a affaire à des avatars qui sont modélisables ou customisables, qu'on va pouvoir définir comme on l'entend, comme on le souhaite. Il y a des jeux qui vont prendre le parti de dire bah non, moi je veux un personnage qui soit vraiment, qui ait son caractère, qui ait ses lignes de dialogue, qui soit écrit comme un personnage de cinéma. Et c'est clairement le cas ici. Arthur Morgan est moins un avatar qu'un personnage. C'est un personnage qui a ses idées, ses idéaux, que l'on va partager ou non. On peut avoir une incidence sur le personnage, je ne dis pas. On peut faire des bonnes ou des mauvaises actions qui vont avoir un impact sur notre réputation et donc qui vont avoir une conséquence sur le jeu en lui-même. C'est-à-dire que des personnages vont finir par avoir peur de nous en nous croisant si jamais on commet trop de mauvaises actions, même plusieurs semaines après nos mauvaises actions. Et inversement, quand on est assez respectable et qu'on a une barre de réputation qui monte, c'est beaucoup plus facile de parler aux gens et donc de finir le jeu, bien sûr. Mais du coup, je ne sais plus où je voulais en venir avec ça, mais c'était cette question de l'avatar et du personnage. Ici, on est un croisement entre les deux, mais à mon sens, Arthur Morgan est largement plus un personnage qu'un avatar. Et ce qui aussi interroge cette frontière ténue entre jeux vidéo et cinéma, bien sûr. L'avatar est une figure proprement ludique, vidéoludique. Un avatar n'est quasiment pas envisageable au cinéma, puisqu'il n'y a pas d'incarnation liée à l'interactivité. Tandis qu'un personnage, effectivement, est normalement plus rare dans le jeu vidéo, mais malgré tout possiblement envisageable, comme on le voit ici. Et puis ça fait écho à la remarque une remarque qu'il y avait un petit peu avant sur le chat, sur le fait qu'il y a quelqu'un qui constatait que Arthur était un personnage extrêmement bavard et qu'il était rarement seul, et ça renvoie à ce qu'on disait un petit peu plus tôt au début du cri Twitch. C'est vraiment les personnages de ce jeu ont une dimension vraiment existentielle. C'est-à-dire que évidemment que ça passe par des phases d'action, il y en a besoin, mais c'est d'abord des personnages qui sont sans arrêt en questionnement sur eux-mêmes, sur leurs choix, sur leurs erreurs, sur la place qu'ils ont envie d'occuper dans le monde. Enfin, il y a une dimension. C'est un jeu très très mélancolique. C'est aussi, je pense, qu'il fait son intérêt pour beaucoup de gens. Et c'est pas seulement la nostalgie de l'ancien temps, la conquête de l'Ouest, etc. C'est tout à fait autre chose. Pour le coup, c'est vraiment aussi la mélancolie, quoi. C'est des personnages qui sont tristes, qui ont des regrets, voilà. Alors, encore une fois, moi, je suis pas du tout un joueur régulier, mais j'ai très rarement vu ça. Enfin, il y a une épaisseur, quoi. Alors, il y a une remarque dans le chat de Eleza qui nous parle du personnage de Arthur Morgan, qui est un modèle d'écriture, très dans son charisme, etc. Et précise qu'il y a une inspiration Geralt de Rive. Alors c'est vrai qu'on pense beaucoup à The Witcher 3, qui est sans doute l'une des sources d'inspiration aussi de la structure ludique de Red Dead Redemption 2, qui est plus un jeu d'heroic fantasy, mais qui a un même système d'exploration d'un monde avec des actions qui vont avoir des répercussions à long terme sur ce monde en question. Et c'est vrai que Red Dead Redemption 2 a cette qualité et son défaut, si je puis dire, d'être le réceptacle de énormément de jeux avant lui dont il va s'inspirer et faire la synthèse. C'est aussi pour ça que c'est une œuvre somme. Elle arrive à un moment de l'histoire du jeu vidéo comme un point de non-retour, parce qu'il mixe en fait tous les enjeux ludiques du monde ouvert qui ont existé jusque-là et il les digère
avec en plus ce regard très politique propre à Hauser, bien sûr, et à Rockstar. Et donc c'est un jeu qui, à mon sens, est le marqueur de la fin d'une époque aussi. Est-ce qu'on aura encore un jour un jeu comme Red Dead? Je ne sais pas, pour le coup, et notamment avec les polémiques qui ont entouré sa production, on y revient. Est-ce qu'il y aura toujours des productions aussi amples et aussi démesurées? C'est-à-dire que là, on est dans des équivalents de production qui sont même plus chronophages et plus lourdes logistiquement que les films de cinéma type Peplum, d'énormes productions qui ont pu ruiner parfois des studios. Là, on est sur combien? Tu disais 8 ans, je crois. 8 ans de développement. On est bien au-delà de la durée de production d'un film. Tout à fait. C'est quasiment la durée de production d'une trilogie. Enfin, peu de choses près, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez remarquable. Alors juste un mot sur la ville, parce que du coup, je découvrais Saint-Denis ici. On en est ressorti en partie, je crois. Intéressant parce qu'on a vu aussi une ville assez dense. Et cette ville assez dense, c'est le modèle de ces villes qui se sont créées sur la côte est des États-Unis, qui sont des villes anciennes, les plus anciennes villes aux États-Unis. Et on voit bien que c'est un modèle urbain qui ne correspond absolument pas aux villes qui vont naître après. Et on le disait tout à l'heure, des villes comme Los Angeles, par exemple, en 1900, c'est encore quasiment rien. Enfin, c'est le village de Zorro, quoi, qu'a popularisé Zorro en général. Et donc des villes beaucoup moins denses. Et là, on avait bien une ville relativement dense, avec des petits immeubles, des rues assez étroites, alors qu'après, on arrive très clairement sur les villes qui vont se créer après le jeu, après 1900, sur des villes beaucoup plus étalées dans l'espace, beaucoup moins denses, beaucoup moins basées sur de la verticalité, et alors que là, on a précisément ces villes denses, et qui étaient les seules villes à l'époque. Aussi ça. Ces villes très étalées, très denses, très peu denses, c'est des choses qui n'existaient pas en 1900, et c'était intéressant de la voir là, en effet, et je la découvrais. Voilà, Quentin nous fait une séquence d'action très burlesque, avec des catastrophes en série. Alors c'est très intéressant ce que tu évoques sur la densité de la ville de Saint-Denis. Je n'avais pas forcément fait attention, mais par contre c'est clair que même dans le gameplay, on ressent ça. Parce que autant les grandes plaines qu'on a traversées, il y a quelques éléments qui vont venir attirer notre attention, un pillage, quelqu'un à faire évader, une femme sous un cheval, etc. Autant la ville, par contre, quand on la découvre dans le cadre du récit, c'est-à-dire vraiment au moment où les développeurs ont voulu qu'on la trouve, cette ville, il y a un nombre énorme de choses à y voir et à y faire. Il y a une densité d'action qui est beaucoup plus impressionnante que dans tout ce qui précède avant dans le jeu. Et puis c'est la première fois sur les 2 heures qu'on a eues là où on n'a pas de ligne d'horizon. Ouais, tout à fait. Et qu'on se retrouve dans un lieu finalement clos, fermé. Et là aussi, on imagine pour des personnages, en se remettant dans la peau d'Arthur Morgan dans ces années-là, c'est des gens qui avaient un horizon perpétuel, permanent. Et ce côté un peu oppressant un peu de ces villes-là, c'est quelque chose de très fort et qui a été assez bien rendu sur l'exemple de Saint-Denis, et qu'on imagine bien que voilà, ces cow-boys de ces époques-là avaient beaucoup de mal à percevoir, et dans lesquels ils devaient effectivement se sentir très mal à l'aise. Une tragédie, c'est produite en direct, hein, le cheval. Ouais, que je peux pas ranimer. Je pense Je en train de mourir. Il n'y a pas que le cheval qui est mort, du coup. Mais la mort dans ce jeu n'est pas définitive, comme vous allez le voir, évidemment. On renaît de nos cendres. On perd de l'argent. En revanche, je me demande si idéologiquement, il y a un truc à creuser à ce niveau-là. D'ailleurs, ces transitions, quand on meurt, moi, ça me fait penser immédiatement à Un monde parfait de Clint Eastwood. Le début du film, moi, ça m'a évoqué tout de suite ça, en fait, en termes cinéphiles, qui est aussi une forme de western moderne, en fait. Alors sur la ligne d'horizon, il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'il y a la gestion du changement des paysages. C'est-à-dire que c'est un monde qui est très grand, on met longtemps à le parcourir, mais il faut quand même... Enfin, il a fallu pour les concepteurs du jeu se poser la question de quelle manière on opère la transition entre des paysages différents, pas la même couleur de terre, pas la même végétation, pas les mêmes animaux, etc. Et donc, l'impression que j'ai, il faudra le regarder de plus près, c'est que souvent pendant ces longues chevauchées, il y a un moment où Arthur Morgan va se retrouver à gravir une colline, et donc il y a un moment où la ligne d'horizon est bouchée, même dans le paysage, même en extérieur, dans le paysage naturel, et c'est quand on a passé le sommet de la colline que là on arrive sur un paysage qui est différent, alors qui ne change pas radicalement en fait d'un côté à l'autre de la colline. Ça se fait de manière graduelle, il y a tout un travail sur la palette des couleurs, sur la luminosité, ça se fait vraiment, mais souvent j'ai l'impression que les transitions entre paysages se font en l'espace de 30 secondes, 1 minute, sur une série aussi de sommets qui ne sont pas très importants mais qu'il faut quand même gravir, et qui font que, puisqu'il n'y a plus de ligne d'horizon, on peut
préparer le changement quand on s'apprête à basculer de l'autre côté. C'était le cas, je crois, au début sur la caravane, là, au tout début. Ouais, absolument. Quand on redescendait, effectivement, et on avait bien cette transition-là, oui, en effet. Parce que sinon, c'est compliqué à penser, en fait. De quelle manière, si le monde est vraiment continu, voilà, c'est difficile à faire. Et donc, ça passe quand même par une recherche qui est une recherche visuelle, qui va passer par du pictural, quoi. Il faut se demander ce que les joueurs vont voir. C'est-à-dire qu'on ne pense plus, pour le coup, tellement par rapport au personnage et à son environnement, mais à ce que nous, on est en train de voir quand on joue ou qu'on observe. Et donc, il faut qu'il y ait des moments où on ne voit plus, en fait, ou plus suffisamment pour que le changement puisse être fait. Et quand je parlais de densité tout à l'heure, la densité, elle est de différentes sortes. Elle est picturale, effectivement, mais elle est aussi en termes de densité du bâti, ce qui est assez évident, et puis de diversité. On pense toujours un peu dans un cadre urbain, cette dialectique ou ce duo entre densité et diversité. Et c'est aussi par là qu'intervient la diversité dans ce jeu. Alors, notamment ici sur les populations issues de minorités, les populations noires, j'imagine qu'on les retrouve essentiellement dans ce cadre très urbain-là, parce qu'à l'époque, on était ici dans un cadre vraiment très urbain. Il ne me semble pas qu'on ait vu de populations soit d'origine immigrée, asiatique, par contre, on retrouve assez souvent, d'ailleurs, dans les westerns, qui sont aussi un acteur un peu typique, ou même d'afro-américains dans ce jeu. Où est-ce qu'il se situe? Alors là, parce que je ne saurais pas forcément le dire. Ici, il n'y a pas le chapitre 3 qui aborde ça avec les plantations. C'est loin. Si, il y a les plantations un peu avant qu'on arrive à Saint-Denis. Et puis à Saint-Denis, il y a quand même une population afro-américaine très importante. Et dans le bayou au-dessus. Donc c'est vraiment dans cette zone qui, pour le coup, géographiquement, correspond et donc, au près sud. Près de la ville, quoi, quelque part. Et donc pas très loin de la ville, ouais. Mais c'est vrai que juste pour terminer sur ce que tu évoquais sur la question de la ligne d'horizon, on y revient, mais c'est aussi une manière, par le game design, de nous dire des choses sur les personnages. Tu l'as évoqué, Eric, je crois. C'est de dire que finalement, ce sont des personnages qui cherchent cet horizon de la liberté, concrètement, face à une civilisation qui cadenasse, qui enserre et qui le refuse, en fait. Donc cette densité de la ville, elle est là aussi pour montrer une évolution sociétale à laquelle ces personnages cherchent à échapper. Et là, Quentin nous fait le bonheur de nous montrer ces grandes plaines avec cette grande profondeur de champ pour montrer cet espace magnifique qui reste à découvrir dans le jeu et qui est en fait le propre de ces personnages qui sont par essence des marginaux, des personnages qui se refusent d'appartenir à cette société en cours de construction. C'est aussi pour ça que c'est un jeu extrêmement politique. Les Housers sont pas américains, ils sont britanniques, et du coup ils ont ce recul aussi critique sur le lieu qu'ils explorent. Et une chose très très belle, il y a un critique, je ne sais plus qui, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le western, qui disait une chose absolument magnifique, qui disait que au moment de la conquête de l'Ouest, et c'est ce que les films de cinéma, les westerns ont répété ensuite, les personnages en allant de l'Est vers l'Ouest avaient l'impression d'avancer dans l'espace, ce qui était vrai. Ce dont ils avaient moins conscience, c'est que tout en avançant dans l'espace, ils étaient en train de reculer dans le temps. Et qu'ils étaient en train de rechercher un état antérieur à la modernité. Donc d'un côté on avance et de l'autre côté c'est pas qu'on recule, mais on va quand même à contresens. Et le jeu joue ce mouvement-là, en tout cas joue de ce paradoxe-là très souvent. Eh bien, écoutez, nous parlons, et le temps file. Et nous sommes censés arriver au terme de cette Crit Witch, qui était censée durer 2 heures. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette discussion. Alors je trouve que la manière dont Quentin en plus boucle les choses avec sa session de jeu par une séquence d'action qui vient relancer les choses et peut-être donner envie de se replonger dans l'action du jeu est une belle manière de conclure. Et puis bien sûr ces paysages qui nous rappellent à quel point cette question de l'espace est absolument centrale dans ce jeu qui... Alors moi je le redis à bien des égards, est sans doute une des plus grandes œuvres de ce début du XXIe siècle. Très clairement, à mon sens, autant dans les formes cinématographiques, il y a encore des choses qui existent et qui peuvent être bouleversantes aujourd'hui, mais j'ai jamais été autant bouleversé que par ce jeu dans ces 10 dernières années, en fait, concrètement. C'est une œuvre absolument hors norme et formidable. Alors, je ne sais pas si vous voulez dire un mot pour conclure l'un et l'autre, peut-être, sur votre rapport au jeu ou autre. Ouais, ou juste pour prolonger ce que tu viens de dire, on a, par la force des choses, comme on avait 2 heures et c'est une goutte d'eau par rapport au temps qu'il faut pour explorer ce jeu. Alors, on a parlé un petit peu de la narration, mais ce qui est très intéressant à dire aussi, c'est que c'est quand même un jeu qui a un scénario très sophistiqué et qu'il y a une charge affective, il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Mais ça, on peut le découvrir qu'en faisant vraiment le jeu lui-même. Pour finir, juste peut-être en un mot sur la dimension picturale. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour Red Dead Redemption 2,
Mais certains de ces jeux offrent la possibilité de prendre en photo des paysages ou autres, et ça montre bien à quel point cette dimension picturale et spatiale est importante et conscientisée par les concepteurs de ce jeu. Et même des moments, je crois, où les personnages s'arrêtent devant des paysages et disent c'est beau. Et tout simplement le commentaire interne, en fait, méta de la situation. Alors là, on a un bullet time formidable qui nous permet de Sam Peckinpah, si je puis dire, le jeu. On est vraiment dans une logique à la Sam Peckinpah dans cette séquence finale qui va nous permettre donc de conclure cette Crit Witch. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous pour votre présence. Merci encore à Stéphanie Jeunet, merci à Émeric Lenné pour leur introduction, merci à tous les techniciens qui ont été en charge de cette session complexe à mettre en œuvre avec Twitch, la séance sur grand écran, quelques petits soucis en début de séance qui ont été un petit peu compliqués à gérer. Merci bien sûr Quentin pour tout, pour cette très belle session de jeu. C'était un plaisir de te regarder jouer. Merci et bravo. Merci à tous les deux, Brieux et Eric, pour votre présence et vos éclairages absolument formidables, je trouve. Et merci bien sûr aux spectateurs sur Twitch. On a eu des pics à 3000, je crois, à un moment donné, spectateurs. Donc c'est absolument incroyable, formidable. On espère bien sûr que ça vous a intéressé et que c'était une belle manière, une belle autre manière d'appréhender le médium vidéoludique. Donc merci à toutes et tous. Et puis à très bientôt, on l'espère.